J'ai rencontré Stéphane très vite en mars 2017 au lycée Sainte-Geneviève de Versailles. J'étais invitée à faire une conférence par une amie qui est prof aussi de culture générale au lycée Sainte-Geneviève devant les classes de prépa. Et la thématique était donc la parole mémorielle. Et Stéphane était présent en tant qu'enseignant. Donc, après, j'ai appris que nous avions un point commun, Odessa, ou en tout cas les environs, les Juifs d'Odessa, et puis plus encore. Et Stéphane enseigne aujourd'hui à Louis-le-Grand, le prestigieux lycée parisien. Il est ancien élève de l'ENS, il est agrégé d'allemand, et il a rédigé une thèse de doctorat sur l'ingénieur, écrivain, essayiste autrichien Robert Musil. Je lui laisse la parole afin qu'il nous raconte bien évidemment son histoire familiale qui est complexe et qu'il nous livre ensuite ses réflexions sur les identités multiples, la transmission de la mémoire, du secret, mais je n'en dirai pas plus. À tout à l'heure. Bonne conférence. Merci à toi, beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup, je te remercie pour ces paroles introductives. Bonsoir à tous. Et tout d'abord, je tiens à te remercier, Isabelle, pour cette invitation qui me touche beaucoup. Je suis très heureux de faire enfin partie de ce club ou de ce cercle des Amis d'Odessa. Et vous allez donc comprendre pourquoi je me sens proche d'Odessa et des préoccupations qui animent ces réunions. Alors, j'aimerais commencer par une citation de l'auteur libanais Amin Malouf. C'est une citation assez longue que je vais vous faire. Je vais vous lire le début d'un ouvrage, d'un essai de 1998 qui s'intitule « Les identités meurtrières ». Je ne sais pas si certains le connaissent déjà. Voilà, je trouve, j'étais très touché par la façon dont Amin Malouf aborde la question de l'identité. Alors, si vous permettez, je vais d'abord le citer pour introduire mon propos. Ça commence ainsi. Depuis que j'ai quitté le Liban en 1976 pour m'installer en France, que de fois m'a-t-on demandé, avec les meilleures intentions du monde, si je me sentais plutôt français ou plutôt libanais. Je réponds invariablement l'un et l'autre. Non par quelque souci d'équilibre ou d'équité, mais parce qu'en répondant différemment, je mentirais. Ce qui fait que je suis moi-même et pas un autre, c'est que je suis ainsi à la lisière de deux pays, de deux ou trois langues, de plusieurs traditions culturelles. C'est précisément cela qui définit mon identité. Serais-je plus authentique si je m'amputais d'une partie de moi-même? À ceux qui me posent la question, j'explique donc patiemment que je suis né au Liban, que j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, que l'arabe est ma langue maternelle, que c'est d'abord en traduction arabe que j'ai découvert Dumas et Dickens et les voyages de Gulliver, et que c'est dans mon village de la montagne, le village de mes ancêtres, que j'ai connu mes premières joies d'enfant et entendu certaines histoires dont j'allais m'inspirer plus tard dans mes romans. Comment pourrais-je l'oublier? Comment pourrais-je jamais m'en détacher? Mais d'un autre côté, je vis depuis 22 ans sur la terre de France, je bois son eau et son vin, mes mains caressent chaque jour ces vieilles pierres, j'écris mes livres dans sa langue et jamais plus elle ne sera pour moi une terre étrangère. Moitié français donc et moitié libanais? Pas du tout. L'identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitié, ni par tiers, ni par plage cloisonnée. Je n'ai pas plusieurs identités, j'en ai une seule, faite de tous les éléments qui l'ont façonnée, selon un dosage particulier qui n'est jamais le même d'une personne à l'autre. Voilà, c'est le tout début de cet essai, Les identités meurtrières. J'aimerais poursuivre en lisant un extrait un petit peu plus loin, c'est 5-6 pages plus loin, et ça continue ainsi. Il m'arrive de faire quelquefois ce que j'appellerais mon examen d'identité, comme d'autres font leur examen de conscience. Mon but n'étant pas, on l'aura compris, de retrouver en moi-même une quelconque appartenance essentielle dans laquelle je puisse me reconnaître, c'est l'attitude inverse que j'adopte. Je fouille ma mémoire pour débusquer le plus grand nombre d'éléments de mon identité. Je les assemble, je les aligne, je n'en renie aucun.
Je viens d'une famille originaire du sud arabique, implantée dans la montagne libanaise depuis des siècles et qui s'est répandue depuis par migrations successives dans divers coins du globe, de l'Égypte au Brésil et de Cuba à l'Australie. Elle s'enorgueillit d'avoir toujours été à la fois arabe et chrétienne, probablement depuis le IIe ou IIIe siècle, c'est-à-dire bien avant l'émergence de l'islam et avant même que l'Occident ne se soit converti au christianisme. Le fait d'être chrétien et d'avoir pour langue maternelle l'arabe, qui est la langue sacrée de l'islam, est l'un des paradoxes fondamentaux qui ont forgé mon identité. Parler cette langue arabe tisse pour moi des liens avec tous ceux qui l'utilisent chaque jour dans leurs prières et qui, dans leur très grande majorité, la connaissent moins bien que moi. Lorsqu'on se trouve en Asie centrale et qu'on rencontre un vieil érudit au seuil d'une médersa timuride, il suffit de s'adresser à lui en arabe pour qu'il se sente en terre amie et pour qu'il parle avec le cœur comme il ne se hasarderait jamais à le faire en russe ou en anglais. Cette langue, elle nous est commune, à lui, à moi et à plus d'1 milliard d'autres personnes. Par ailleurs, mon appartenance au christianisme, qu'elle soit profondément religieuse ou seulement sociologique, là n'est pas la question, crée elle aussi un lien significatif entre moi et les quelques 2 milliards de chrétiens dans le monde. Bien des choses me séparent de chaque chrétien, comme de chaque arabe et de chaque musulman, mais il y a aussi avec chacun d'eux une parenté indéniable, dans un cas religieuse et intellectuelle, dans l'autre linguistique et culturelle. Cela dit, le fait d'être à la fois arabe et chrétien est une situation fort spécifique, très minoritaire et pas toujours facile à assumer. Elle marque profondément et durablement la personne. S'agissant de moi, je ne nierai pas qu'elle a été déterminante dans la plupart des décisions que j'ai dû prendre au cours de ma vie, y compris celle d'écrire ce livre. Alors, ce joli et long passage, outre son côté très universel, a pour moi une résonance tout à fait singulière. En effet, comme Amin Maalouf, je me suis en partie constitué autour d'un paradoxe identitaire fondamental et qui m'accompagne depuis mon enfance. En effet, je suis le descendant d'un juif et d'un nazi. En tout cas, c'est comme ça que je me suis raconté mon histoire. Comment en suis-je venu à ça, à cette réduction de deux êtres forcément complexes à un simple statut, comme je viens de le faire, un juif, un nazi? C'est à cette petite aventure que je vous invite ce soir, en procédant, sous le patronage d'Amin Maalouf, à mon examen d'identité. En fait, c'est un jeu passionnant et j'invite chacun de vous à le faire. Et ce soir, je vais profiter de la parole qui m'est donnée par Isabelle pour le faire devant vous. Alors, voici un portrait de mon grand-père, Alexandre. C'est un cliché que j'ai trouvé chez ma grand-mère, une photo de famille comme on en trouve des millions, pas bien intéressante en soi. Si ce n'est qu'avec cette atmosphère très estivale, ses pantalons pas de def, elle porte la signature d'une époque, ma foi, plutôt sympathique. Mais surtout, si j'ai choisi ce cliché, c'est parce qu'il dit quelque chose d'assez profond sur la personne dont je vais vous parler ce soir. Qui voit-on? On y voit mon grand-père, Alexandre Kosaï, dit Alex, manifestement sur la colline de l'Acropole à Athènes. Ça doit être à la fin des années 60 ou au début des années 70. Il fait beau, c'est l'été, il est en vacances, en famille. Et sur les 3 photos réalisées de lui ce jour-là, il fait la tête. Cette moue caractéristique, cette petite grimace d'insatisfaction, elle résume à elle seule ce qu'a été mon grand-père Alex. Là, je voulais faire défiler les photos, mais ça ne marche pas. Je n'arrive pas à les faire défiler. J'avais une autre photo. Bon, on s'en passera. Voilà, ah bon, peut-être vous voyez mieux maintenant. Donc, second cliché. Comment en est-on arrivé là? C'est une partie de l'histoire que je vais vous raconter ce soir en remontant jusqu'au début, c'est-à-dire là. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Non. Là, voilà. Donc, l'histoire à sa naissance. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que, vous l'aurez compris, mon grand-père Alex était un juif roumain, russophone,
originaire d'Ackermann, à quelques encablures d'Odessa. Ackermann, une ville dont Agnès Kaminché a admirablement parlé en novembre dans ce même séminaire. Mais comme vous avez lu l'annonce du séminaire envoyée par Isabelle, et comme vous pouvez sans doute le déduire aussi de mon nom très germanique, Gödicke, vous vous doutez que mes origines s'enracinent aussi ailleurs qu'à Ackermann, puisque par mon père, je suis également allemand, de Hambourg pour être précis, et le voyage auquel je vais vous convier ce soir va aussi nous entraîner par là-bas. Voici donc un second portrait, j'aurais aimé vous le montrer. Voilà. Ok, bon. Ce portrait, c'est un portrait de mon grand-père paternel, Otto. Il s'appelle Otto. Pendant longtemps, je n'ai pas su grand-chose de ce grand-père. Et pour cause, puisqu'il est mort à la guerre quelques jours avant le terme de la guerre, le 23 avril 1945. Mon père avait 5 ans et très peu de souvenirs de lui. Pendant des années, la mémoire de mon grand-père Otto s'est résumée pour moi à quelques phrases. Il était jovial, il était moniteur d'auto-école. Il était mort à la guerre, juste avant la fin, et je trouvais ça cruel. À 15 jours près, mon père aurait eu un père, comme moi, comme mes amis, comme tout le monde ou presque à notre époque. Enfant, ça me rendait triste d'imaginer mon père sans papa. Et puis surtout, il y avait sur Otto cette dernière information qui circulait dans la famille. Il était nazi. J'ai toujours grandi avec ça. J'ai eu un grand-père nazi. Si j'avais été fan d'automobile, j'aurais peut-être retenu l'autre information. J'avais un grand-père moniteur d'auto-école. Mais non, bien sûr, moi, j'ai fait mon récit à partir de ça. Le père de ma mère était juif et avait dû se cacher pour survivre. Le père de mon père était nazi. En ce qui concerne Alex, je n'ai presque jamais essayé de son vivant d'en savoir plus sur ce qu'avait été sa vie pendant la guerre et pendant l'occupation. La faute en revient principalement au fait que j'ai bien connu Alex, puisque j'avais 26 ans quand il est mort, et que la réalité des vivants écrase de toute sa pesanteur leur passé et parfois leur profondeur, en effaçant leur complexité. Et la réalité d'Alex, je l'ai dit, était intensément désagréable. Otto, en revanche, je n'ai jamais eu trop de mal à me le figurer en Asie. La faute en revient essentiellement aux photos. Pratiquement toutes les photos qui ont survécu à mon grand-père le montrent en officier ou en chasseur, en uniforme ou en armes. Otto à son bureau, comme sur cette photo, galon d'officier fixé au col. Otto discutant avec ses hommes devant son casquette de la Wehrmacht vissée sur la tête. Un peu plus tard, Otto devant son logis à Saint-Leu-la-Forêt, en uniforme et bottes montantes, puisque c'est à Saint-Leu-la-Forêt qu'il a passé l'essentiel de la guerre dans les troupes d'occupation. Otto en treillis de chasse, avec son fusil à double canon replié, et Valdi, son chien minuscule. Ces photos m'ont toujours été familières. Elle trônait chez sa veuve, dans sa chambre à l'hospice, ou chez mon père et chez ses sœurs, chez lesquelles je les retrouvais avec de minuscules variations dans le format ou la disposition des images. Il en subsiste peut-être une douzaine, 15 tout au plus, alors on n'a pas trop le choix. Pour entretenir la mémoire de cet homme, il faut se résoudre à le voir en soldat. Une seule photo le montre en compagnie de ses 2 derniers-nés, mon père et sa sœur jumelle. On est en 1941, ils viennent d'avoir 1 an. Otto les entoure chacun d'un bras et passe fièrement sa tête entre celles des jumeaux, Horst à gauche et Karine à droite. C'est l'été à Hambourg, il fait beau. La famille est réunie pour la dernière fois, mais bien sûr, à l'époque, personne ne le sait. Un grand sourire lui barre le visage. Il a l'air heureux. C'est de ces origines différentes qui, dans le récit que je me fais de moi-même, sont contradictoires, même si en réalité, rien n'est contradictoire. C'est juste que la réalité est plastique, elle est multiple, elle est riche et ainsi donc passionnante. C'est de ces origines donc que je vais vous parler ce soir. L'occasion m'en est donnée par la sortie d'un livre à paraître en février et qui s'intitule « Mémoire fantôme », qui devrait ressembler à peu près à ça, en tout cas la couverture devrait à peu près ressembler à ça, et dont je vais vous lire plusieurs extraits avant de développer quelques idées sur ce qu'est une identité multiple,
même si je pense qu'il n'y a rien de plus universel que cela et que ça nous concerne tous et ici sans doute très particulièrement. Et donc le fait de grandir entre les lignes, entre les langues, entre les cultures, etc. Donc de même que, je vais arrêter le partage d'écran pour un instant, de même que chez Malouf, l'identité se forge autour du paradoxe d'être chrétien arabophone. Chez moi aussi, l'identité s'est construite autour de ce paradoxe d'être le petit-fils d'un Allemand nazi et d'un Juif rescapé de la Shoah. Je dis que j'ai toujours vécu ça comme une opposition et pourtant, j'en ai conscience, les identités multiples, ça n'est pas ce qui manque aujourd'hui. À l'heure où l'on peut être français et algérien, musulman et israélien, péruvien d'origine japonaise et parfois même président péruvien d'origine japonaise, mais encore gay et catholique, pratiquant, écolo et mangeur de viande et grand voyageur, pourquoi moi, j'ai choisi de faire de cette dualité une opposition et même une faille? Pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça toute ma vie comme une tension? Alors je vais aller un petit peu plus loin dans la présentation de moi-même. Pour être plus précis, je suis né en France en 1974, de parents tous les deux germanophones, quoique germanophones pour des raisons différentes, on y reviendra peut-être. J'ai d'abord été élevé en allemand, et puis j'ai appris le français à l'école maternelle. Il paraît que je parlais français avec un lourd accent allemand dans ma jeunesse. De ça, je n'ai pas de souvenir. J'ai ensuite suivi un cursus franco-allemand à partir du collège, avant de devenir germaniste et d'en faire mon métier. En résumé, je crois que je peux dire de moi que je suis authentiquement bilingue et authentiquement biculturel. Et curieusement, je ne vois aucune opposition entre mon identité allemande et mon identité française, mais plutôt un enrichissement mutuel. Malouf développe l'idée selon laquelle c'est précisément l'assignation à une seule identité qui est meurtrière, et c'est donc le titre de son essai. Cette injonction à choisir ce qui en réalité peut parfaitement cohabiter, c'est au mieux une commodité, dit-il, mais le plus souvent c'est un appauvrissement du réel, et cette réduction nourrit par ailleurs fréquemment la xénophobie, le fascisme et toutes sortes d'extrêmes. Alors oui, je me sens français et allemand, et ces deux identités, ces deux langues, ces deux cultures, ces deux littératures, avec leurs traditions, etc., s'enrichissent et se fécondent mutuellement. Mais alors pourquoi mes deux grands-pères ne parviennent-ils pas à cohabiter dans mon esprit? Pourquoi est-ce que depuis l'enfance, j'ai reçu quelque chose, non pas de l'ordre de l'opposition, mais même de l'impossibilité entre ces deux héritages? Alors, je crois que ça s'explique par le fait que nous sommes tous, d'une certaine manière, les romanciers de notre propre existence. Chacun se raconte, à sa manière, ce qu'est le roman de sa vie. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'immense auteur colombien Gabriel García Márquez a intitulé son autobiographie « Vivre pour la raconter ». On vit pour se raconter. Et moi, j'ai choisi, sans doute, même inconsciemment, de me raconter mon histoire comme celle d'une improbabilité aussi mystérieuse que stimulante. Je voudrais vous lire un premier extrait du livre qui va sortir dans un mois à peu près. C'est assez relativement au début, c'est le chapitre 2 que j'ai intitulé précisément « Roman mental » et dans lequel je développe un petit peu plus cette thèse. Chacun est, à un niveau plus ou moins secret de sa conscience, le romancier de sa vie. Nous racontons notre vie en permanence, à nous-mêmes ou à nos proches, en agençant les faits, composant par-ci, arrangeant par-là, oubliant ou refoulant, accommodant par touche, mentant même éventuellement au besoin, allant parfois carrément jusqu'à réécrire certains épisodes du passé. Nous sommes tous constitués d'une multitude d'histoires, et ces histoires, qu'elles soient réelles ou fantasmées, se sédimentent en une certaine idée de nous-mêmes que nous nommons identité. Nous sommes traversés de fiction autant que d'histoires vraies, et nous nous narrons cela dans un processus permanent d'écriture et de réécriture de nous-mêmes. À nous-mêmes, aux autres, nous nous narrons, nous déroulons le fil de notre histoire qui nous permet de réunir en un tissu cohérent notre passé, notre présent et bientôt notre avenir. De cette vie que nous racontons,
Nous lissons les plis, nous reprisons les accros ou bien les déchirures. Tout cela ne s'opère pas nécessairement de façon consciente et délibérée, mais ce récit, le plus souvent non écrit d'ailleurs, donne naissance au roman mental qui réunit en histoire les événements qui nous arrivent, ou bien qui n'arrivent pas, mais ça, c'est une autre question. Bien sûr, nos angoisses, nos fantasmes, nos rêves secrets contribuent à écrire ce récit au moins aussi sûrement que la réalité même. Ce récit, mélange de poésie et de vérité, Dichtung und Wahrheit, pour reprendre le titre de l'autobiographie de Goethe cette fois, est donc bien souvent un mythe. Le mythe de ce que nous sommes, aimerions être ou craignons de devenir. Fils maudit ou bien Don Juan, un homme chanceux ou un poissard, un aventurier, une victime, un grand médecin, un businessman, un artiste, un père de famille aimant, un collègue fiable, un spécialiste reconnu, un bon camarade. La liste est infinie. Et c'est par ce récit que la somme monstrueuse d'événements, de pensées, d'émotions et de souvenirs qui sont la matière même de notre existence s'organise en une forme et pour les moins sceptiques ou les plus avides d'illusions, comme on voudra, prend sens. Notre roman mental donne une consistance au chaos et d'une certaine manière, cette parole recrée la vie. Bien sûr, la parole n'est pas toujours structurée, elle est même souvent inarticulée ou balbutiée, mais elle n'en est pas moins présente en chacun de manière sous-jacente. Dans mon roman mental, une chose a toujours occupé une place très particulière et qui m'a donné à réfléchir, même si je ne saurais pas précisément dire à quel moment cette chose a commencé d'exister de façon claire et consciente. Il s'agit du statut respectif de mes deux grands-pères. Voilà. Donc, narration personnelle, écriture de soi, appropriation d'une histoire, de son histoire, des histoires, mais aussi de l'histoire avec un grand H. C'est sans doute aussi un peu par goût de l'exotisme, car on a tous grandi avec l'idée qu'on avait des racines ailleurs, et pour beaucoup d'entre nous, ce soir, j'imagine que ces racines se situent aux environs d'Odessa. Parfois, c'était connu, et c'était même important dès la jeunesse, ces racines. D'autres les ont découverts sur le tard, ils sont restés indifférents, ou bien alors se sont passionnés pour ça. Chaque réaction est profondément individuelle. Et puis un jour, comme Isabelle Nemirovsky, on décide que cet élément est un élément central de notre identité. Et alors, on effectue des recherches, ou bien on écrit un livre, ou alors on fonde une association des amis d'Odessa, ou éventuellement on voyage et on se rend sur place. Alors j'ai dit, on décide que c'est un élément central, mais il va de soi que ce n'est pas une décision comme quand on décide d'acheter une voiture, que cette décision est en fait le fruit lent d'une agrégation de petits faits, de récits, d'histoires et de rencontres aussi. Et surtout, j'insiste, parce que c'est comme ça qu'on se raconte notre histoire. Donc, on se dit, bonjour, je suis un tel, je suis français, je suis allemand, je suis israélien, que sais-je. Je viens d'ici ou je viens de là-bas. Mes parents, mes grands-parents, arrière-grands-parents éventuellement, vivaient dans un autre temps à Ackerman ou bien à Odessa, par exemple. Et quelque chose de nous se sent appartenir à cet endroit, à cette culture, à cette langue. Et même si on n'y a jamais mis les pieds, même si on n'est pas juif, même si on ne parle pas un traître mot ni de russe ni de yiddish, alors, parfois, on se met en branle vers ce pays, vers cette culture ou vers cette langue, vers cette religion même peut-être. Et on se découvre dans ce voyage, on se transforme dans cet apprentissage et toujours, on continue à se raconter. Moi, qu'est-ce qui m'a mis en branle vers ce passé? Des histoires, toujours des histoires bien sûr, c'est important les histoires, ainsi que la façon dont on les écoute, dont on les retient et dont on les relie entre elles également. Ce sont ces histoires qui constituent à tous notre identité, qui nous rendent profondément uniques et qui nous distinguent de chaque autre être humain. Jamais deux personnes n'entendent une histoire de la même façon et jamais personne n'ira raconter à son tour de la même façon l'histoire qu'il vient d'entendre. Et c'est d'ailleurs en partie ce qui explique pourquoi ce récit des origines
juif, nazi, que je viens de vous faire, qui est si important pour moi, le soit finalement si peu pour mon frère et pour ma sœur. Mais on a tous besoin d'un récit pour vivre. Alors, si vous le permettez, je vais vous raconter, ou plutôt vous lire, une de ces histoires. C'est une histoire en forme de petite vignette, une anecdote authentique par laquelle j'ai choisi d'ouvrir mon récit, donc, qui s'intitule « Mémoire fantôme ». Vous allez comprendre pourquoi. Ça s'appelle, c'est le chapitre 1, prologue, un commencement qui est aussi une fin. Les derniers rayons d'un soleil pâle s'infiltraient par les stores de la chambre, dessinant des bandes sombres sur les draps blancs. Dehors, la lumière du soir descendait doucement sur la clinique située en lisière de forêt, tandis qu'un balai d'hirondelles criardes annonçait la fin de la journée. Bientôt, le jour le céderait à la nuit. Allongé sur son lit, les bras posés le long du corps, le vieux malade avait déjà, depuis un moment, sombré dans l'inconscience. Un parfum léger flottait dans l'air. Dans quelques jours débuterait le premier été du nouveau millénaire. Il ne le verrait jamais. C'était à Neunkirchen, en Sarre, de l'autre côté de la frontière française, où il résidait depuis sa retraite, que mon grand-père Alexandre se faisait soigner pour le cancer qui devait l'emporter. Ce jour-là, il venait de souiller ses draps pour la seconde fois. Depuis une semaine, il passait le plus clair de son temps dans un état semi-végétatif, entrecoupé seulement de brefs réveils au cours desquels il reconnaissait à peine sa femme. Une fois, une seule, il était parvenu à lui tenir des propos cohérents, et ce fut pour lui demander d'être enterré en Allemagne, auprès d'elle, sa femme chérie, sa meilleure ennemie de 50 ans, son amour, sa trahison, afin qu'elle puisse veiller sur sa mort. Elle en fut reconnaissante, presque allègre. Il la soulageait d'un poids faramineux. Sans le savoir, il venait de mettre un terme à une vie entière de querelles, toute une vie bien gâchée à se disputer avec elle, une Allemande épousée au sortir de la guerre. Pour lui, le vieux juif bourré de rancune, reposer en terre allemande n'était pas un choix évident, c'est le moins qu'on puisse dire. Il aurait pu choisir Paris et reposer dans le caveau de sa Jiddische Mamme, ou encore Chalon-sur-Saône et la tombe de son père, mais pour la seconde et dernière fois de sa vie, il préféra sa femme et le repos en Allemagne. Il troqua une tombe parsemée de cailloux, selon la tradition juive, contre la croix, l'herbe grasse et la forêt de sapins. Il tournait le dos à ses ancêtres, ses origines et ses racines, pour rester définitivement auprès de celle qu'il avait choisie plus de 50 ans en arrière. Ceci fut son dernier choix conscient avant de perdre une dernière fois connaissance. Au cours de la soirée, quand pour la 3e fois le vieil homme souilla ses draps et qu'il devint évident qu'il ne réintégrerait plus ses fonctions essentielles, il fallut se résoudre à lui poser une sonde urinaire. Le chef de clinique transmit la consigne à l'interne qu'il a fait passer à l'infirmier, un jeune novice en formation. C'était son premier hôpital. Il commençait par les cancéreux en phase terminale, c'était son bizutage en quelque sorte. À l'hôpital, on commence toujours par le plus dur. S'il y a une sagesse derrière cela, ça ne peut être que celle-ci. Seuls ceux qui aiment vraiment le métier s'accrocheront jusqu'au bout. Avec un sérieux enfantin, le jeune homme roula son chariot dans l'interminable couloir, apporta le matériel. Il frappa à la porte, salua la vieille dame, laquelle se mit poliment en retrait le temps des soins. Il sortit la sonde de son étui en plastique, la posa sur le lit, puis souleva la couverture jaune sur laquelle était brodé le nom de l'hôpital. Et, au moment où il s'apprêtait à retirer le pyjama du vieux, celui-ci se redressa soudain dans son lit, ouvrit sur l'infirmier un regard d'épouvante, secoua la tête et hurla « Non, pas le pantalon !» avant de lui décocher un formidable uppercut au visage. Dans un réflexe d'animal blessé, jetant tout ce qui lui restait de force dans cette lutte inégale, le vieil homme se cabra, frappa, cogna, cherchant à retenir comme il le pouvait son pauvre pantalon, arracha les fils, les perfusions, les pansements, voulant à toute force se dégager,
hurlant dans un ultime sursaut, mettant sa dernière énergie dans ce geste désespéré. Ils ne l'auront pas. Personne ne lui fera baisser le pantalon. Jamais, personne, pas le pantalon. Finalement, il fallut toute l'équipe d'infirmiers du Städtisches Krankenhaus de Neunkirchen au grand complet pour venir à bout du malade, le maîtriser enfin, lui poser les sangles qu'il gardera jusqu'à l'aube, alors que depuis longtemps déjà, il aura ressombré dans un coma dont il n'émergera plus. Ce geste, ça n'était pas de la démence, c'était de la révolte. Jusqu'au bout, dépouillé et déjà demi-nu devant la mort, mon grand-père Alex a refusé qu'on lui enlève son pantalon. Et dans cette révolte du vieux malade se disait son refus d'humiliation, en même temps bien sûr que sa crainte qu'on ne dévoile son sexe circoncis. J'étais stupéfait. Ce n'est qu'en entendant cette histoire de la bouche de ma grand-mère, bien des années après la mort de son mari, que j'ai enfin mesuré ce qu'avait représenté le traumatisme de la guerre pour cet homme ombrageux à la parole si rare. Cette peur primale qu'on découvre sa judéité, c'était un peu comme une braise enfouie mais jamais éteinte, sur laquelle il avait suffi de souffler pour la ranimer in extremis. Une ligne souterraine, une blessure qui a traversé sa vie comme un fleuve secret et qui, bizarrement, me réconciliait avec lui post-mortem. Je le voyais devant moi, sur le qui-vive, jusqu'au fond de son inconscience, prêt à décamper, à se battre s'il le fallait. Quand l'ennemi viendra, il vendra chèrement sa peau. La mort l'a trouvé en sentinelle. Et voilà que l'ennemi est là. Toute sa vie, il a attendu ce moment. Il savait qu'il finirait par venir. Il l'a toujours su. Un jour, ils reviendront le chercher. Et ce jour-là, il sera prêt. Toute sa vie, il a toujours été prêt, dans le fond. Ce moment est le point d'aboutissement de toute son existence. Des hommes viennent le chercher et il est prêt. Il parle dans cette langue de la mort. Il parle dans la langue de sa mort et qui est aussi, n'est-ce pas étrange, la langue de l'amour, la langue de sa femme et de ses 2 filles. La mort arrive donc, et c'est curieux, elle a le visage rond et souriant d'un infirmier goguenard. Elle arrive à pas lents, poussant devant elle son chariot. Des hommes arrivent, ils viennent le chercher. Pas besoin d'ouvrir les yeux, il les entend, il les comprend très bien aussi d'ailleurs, car il a appris leur langue entre-temps, séduit leurs femmes et même épousé l'une d'elles. Il est plus rusé que la mort, il est plus malin que la peur. Disons qu'il est en avance sur elles, qui sont toujours tapies au fond de lui depuis ces jours lointains où la peur et la mort régnaient en maîtresse sur l'Europe. Et la mort trouve un homme aux aguets. Et tant pis si cet homme est entre-temps devenu un vieillard. Alors, comme une dernière révolte tout près de la fin, ce coup de poing dit son refus de se laisser faire, mais il dit aussi quelque chose de son histoire, de l'histoire des hommes et de l'histoire du siècle. Et cette fêlure qui ressurgissait une dernière fois avant qu'il ne parte définitivement dans l'inconscience et dans le noir, me le rendait soudain accessible, humain, touchant. Malade, quasi nu devant la mort, dépouillé de son orgueil et de ses complexes, il se montrait en victime, en traqué, mais pas en résigné. Et sa femme, son souffre-douleur, son meilleur ennemi de 50 ans, mais qui, dans les derniers mois de sa vie, s'était muée en infirmière pour lui, sa femme chérie le palpe, l'éponge, le calme d'une caresse, lui murmure les mots qui apaisent, l'assure qu'il gardera son pantalon, que personne n'y touchera, qu'on le laissera en paix, et c'est bien la seule chose qui a pu lui redonner un peu de quiétude, et finalement aussi de dignité. Je crois qu'après cet épisode, il est parti tranquille. Mon grand-père Alex est entré dans la paix le 30 juin 2000 à 22h45. Écoutons pour lui la prière des morts, le Kaddish, qu'il n'a pas dû dire bien souvent, et qui est aussi une ode à la vie récitée en réponse à la mort. Puisse son grand nom être béni à jamais, et dans tous les temps des mondes, qu'une grande paix vienne du ciel, ainsi qu'une bonne vie, et la satiété, et le salut, et dites Amen. Alors voilà, ce Kaddish, un petit peu retravaillé, je l'admets, pas tout à fait conforme à la tradition, me semble-t-il,
Ce Kaddish me fournit néanmoins prétexte de creuser la question de ma judéité à moi. Je rappelle qu'on est toujours dans le cadre de cet examen d'identité d'Amin Malouf. Et pour ce faire, à moins qu'Isabelle me dise que c'est trop long, j'aimerais vous lire une autre petite scénette, plus brève, du livre. Une scène qui se passe au début de mes recherches, alors que j'appelle aux archives de la préfecture de police de Paris pour accéder au dossier de naturalisation de mon grand-père Alex. Je peux? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. De toute façon, personne n'a à prendre un taxi ou les transports en commun. Donc, voilà, c'est tout à fait passionnant. Alors, lundi matin, 11 heures. Après une bonne dizaine de sonneries, une standardiste finit par décrocher. Elle semblait atteinte d'un syndrome répandu dans l'administration française et qui se traduisait par un « Vous voulez quoi ?» presque aussitôt suivi d'un « C'est pas chez nous !» avant même que j'aie pu dire quoi que ce soit. Juste avant qu'elle ne raccroche, je parvins tout de même à lui glisser ce que je cherchais. Silence au bout du fil, puis s'adressant à un collègue derrière elle, « Il y a un juif qui veut consulter le dossier de son grand-père. » Le reste de la brève conversation fut étouffé par sa main posée sur le combiné. « Il y a un juif qui… » Mon premier réflexe fut de me demander comment elle le savait. Je me repassai en accéléré le très bref dialogue introductif. Je n'avais pas mentionné que j'étais juif, ni que mon grand-père l'était. Je m'étais juste présenté et j'avais demandé s'il se trouvait aux archives de la préfecture de police de Paris un dossier de naturalisation sur un dénommé Alexandre Kozaï. Il y a un juif qui… Puis très vite, quelque chose en moi s'insurgea. Moi, juif? Mais non que ce qualificatif soit infamant, bien évidemment, mais la désignation dans ce contexte et dans ces lieux manquait pour le moins de tact. Je me sentais inexplicablement agressé. Et puis, juif, le suis-je vraiment? Certainement pas au sens religieux, moi qui suis un bien mauvais croyant. Par filiation, éventuellement, encore que cela semble plus que douteux si, comme le veut la tradition, on devient juif par la mère. Dans ce cas-là, la judéité de notre famille s'est perdue quelque part entre Alex, précisément, et sa fille. En effet, ma mère, la fille d'Alex, est issue de l'union d'un juif et d'une chrétienne. Qu'importe. Aux yeux de la police, j'étais donc juif. Par la grâce d'une recherche généalogique, c'est le terme consacré, sur mon grand-père, je suis assigné à la perpétuation de son identité, maugréai-je, en me disant qu'il n'est décidément pas facile de se défaire d'une identité, même lorsque celle-ci est supposée. Je suis un juif qui, me disais-je pendant qu'elle se renseignait toujours auprès de ses collègues. Juif, moi, je veux bien l'être, mais quand cela me convient, et c'est à moi de le dire, pas aux autres, et surtout pas à la police. Car l'identité est chose délicate. On n'aime généralement pas se l'avoir assignée de l'extérieur. En toute mauvaise foi, je veux pouvoir poser mes valises où bon me semble. Français, allemand, roumain, juif, russe, à tout cela je dis pourquoi pas, mais je refuse qu'on le fasse à ma place. Je suis un juif qui… Moi, j'ai bien envie parfois de me considérer comme juif parce qu'une partie de moi est intimement liée à l'histoire des juifs et plus précisément de leur persécution. Disons que je suis un juif de cœur. Mais curieusement, je ne suis pas sûr que les juifs m'acceptent comme juif. Pas de circoncision rituelle, pas de Talmud Torah, pas de bar mitzvah. Je ne célèbre aucune fête religieuse et ne connais aucune prière. J'ai dû me renseigner pour trouver les paroles du Kaddish, je l'avoue. C'est à peine s'il m'arrive de dire Lechaim quand je porte un toast ou Mazel Tov pour congratuler quelqu'un. Alors, que suis-je? Un Français avec un nom allemand, un petit-fils de juif qui n'est plus juif, un Allemand n'ayant jamais vécu en Allemagne, un descendant d'apatrides exilé d'Ackermann. Et surtout, oui surtout, la réunion de ces différences, le lieu de ces écartèlements. Alors voilà, pour la question de ma judéité,
sous forme de petite anecdote avec quelques boutades. Et pour conclure, je souhaiterais pousser avec vous le voyage auquel je vous ai convié ce soir, voyage verbal, jusqu'au bord de la mer Noire pour nous rapprocher enfin, Isabelle, de notre point de départ qui est Odessa. Alors ma mémoire d'Ackermann, pour être tout à fait honnête, elle se résume aux histoires qu'on m'en a racontées, à toutes les histoires que j'ai entendues et à tout ce que j'ai lu sur cette ville, ce qui donne effectivement d'autant plus d'importance au récit. On en revient toujours au récit. Alors, d'Ackermann, je voudrais vous lire un dernier passage et après, j'en aurai terminé. Ça s'intitule « Ackermann, paradis perdu ». Jusqu'à ses 5 ans, mon grand-père Alex fut donc élevé par les parents de sa mère, Jacob et Bertha Sidickmann, propriétaires d'une librairie-papeterie dans l'une des artères les plus commerçantes d'Ackermann. Sans être riches à proprement parler, les Sidickmann mènent bon train. Une grande table de réception trône dans le séjour. On aime recevoir, parfois jusqu'à 20 personnes, et la maison tourne donc avec des domestiques, entre les bras d'une desquelles Alex reçut un jour, et en fort jeune âge, paraît-il, une inoubliable initiation aux choses de la vie. On possède une cave profonde et fraîche qui permet de conserver de grands pains de glace dont on fait profiter l'été venu amis et commerçants du quartier. Dans une région où les étés sont souvent suffocants, cela constitue un vrai luxe avant l'apparition du réfrigérateur. L'été, justement, on se rend dans les stations balnéaires de la mer Noire, le plus souvent Bad Bournas et sa plage bordée de falaises calcaires, ou bien on entreprend de petites excursions en automobile vers le Liman. Les eaux limoneuses du Dniestre, l'argile, les aigrettes venant nicher parmi les roseaux, les plaines sablonneuses, la largeur fantastique du fleuve, ses eaux jaunes, les poissons, les excursions dominicales au cours desquelles on se rafraîchissait entre les ajoncs pendant qu'on pique-niquait au bord de la lagune, ce sont là les tableaux familiers de l'enfance d'Alex dont il fera part à sa femme dans leurs rares moments d'échange. Mais ces moments, paraît-il, se faisaient plus fréquents sur leurs vieux jours. C'est là que parfois, à la table du petit déjeuner, au milieu des nombreux pots de miel qu'il affectionnait tant, miel noir de sapin, miel d'acacia, miel en cristaux, gelée royale, dont il agrémentait religieusement ses tartines ou bien sucrait outrageusement son thé. C'est là donc qu'il partageait avec ma grand-mère, de qui je les tiens, ses souvenirs enfouis d'Ackermann. Vous voyez quelques clichés d'Ackermann en arrière. Lorsqu'on demandait à Alex d'où il était originaire, il répondait toujours qu'il venait d'Ackermann. Ackermann était sa patrie affective, son coin de paradis perdu, l'endroit où il avait vu le jour en 1922 et où il avait grandi. Ackermann, c'était le lieu de son enfance heureuse et aussi l'endroit où il n'a plus jamais voulu retourner par la suite. Pourtant, sur tous les formulaires des administrations, à la rubrique « Lieu de naissance », il renseignait toujours « Cetatea Alba », car Ackermann, en dépit de sa sonorité trompeusement juive, est le nom turc de la ville, laquelle appartint longtemps à l'Empire ottoman. Ackermann, la forteresse blanche. La ville conserva son nom turc lorsqu'elle fut récupérée par les Russes à l'aube du XIXe siècle, mais lorsqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, la ville fut cédée aux Roumains, son nom fut roumanisé en Cetatea Alba, la citadelle blanche. Pourtant, aucune carte contemporaine ne comporte le nom d'Ackermann, pas plus d'ailleurs que de Cetatea Alba. Il faut, pour la localiser, chercher la ville ukrainienne qui s'appelle aujourd'hui Bilhorod-Dniestrovski, la ville blanche sur le Dniestre. Ces fluctuations dans son nom résument à elles seules l'histoire complexe de la ville et de la région. Tour à tour phénicienne, byzantine, génoise, moldave, puis longtemps ottomane, avant de devenir russe et finalement roumaine. D'Alex, comme la quasi-totalité
des Juifs de Cheta et Alba à cette époque ne sont que des Roumains de papier. Rien ne les rattache réellement à ce pays auquel ils n'appartiennent finalement qu'une vingtaine d'années. Culturellement, linguistiquement, ils sont russes jusqu'au bout des ongles, même s'ils parlent un russe matiné de yiddish, souvent avec un accent caractéristique, volontiers moqué par les Slaves russes. Géographiquement, la ville est coincée entre la mer Noire et le fleuve Dniestre, à un endroit où son embouchure fait comme un appendice aquatique rentré dans les terres. D'une façon générale, toute la côte bessarabe, depuis le delta du Danube jusqu'à la Crimée, est comme rongée par la mer, dentelée d'innombrables marais et lagunes qui dessinent des franges bleuâtres dans le continent. En face d'Ackermann, à une soixantaine de kilomètres plus à l'est, se tient la fantastique Odessa, Adiessa, comme disent les Russes, immortalisée par les récits d'Isaac Babel. Bien qu'établie en bordure de la mer, la ville se désintéresse en réalité grandement de celle-ci. D'ailleurs, sa façade s'étire intégralement le long du fleuve, où l'antique citadelle paraît veiller sur les eaux saumâtres du Liman. Les nombreux pêcheurs des environs font leur affaire sur la lagune, et la mer ne fournit qu'un tableau, tout au plus un décor olfactif, lorsque, par jour de grand vent, les odeurs d'iode et d'embrun tapissent les ruelles de la vieille ville. En quittant Ackermann par le nord, sitôt dépassés les maraîchers des faubourgs, on tombe bien vite sur la steppe, les herbes rases et le sable, boueuses en hiver, désertiques l'été, tandis que les abords du fleuve demeurent marécageux. Ici, c'est le territoire béni des moustiques et des oiseaux migrateurs qui, après avoir survolé l'immensité russe, viennent depuis la lointaine Sibérie pour y trouver un hiver plus clément. D'Ackermann jusqu'à Bilaïvka et même jusqu'à Bender et Tiraspol, la terre est plate, plate à perte de vue, sans la moindre colline, ni même une butte pour faire de l'ombre ou se cacher. Il n'y a pas d'arbres, ou si peu. Il faut s'enfoncer de plusieurs dizaines de kilomètres pour rencontrer les premiers vallonnements. Ce n'est pas un territoire pour se cacher. Et de mémoire de juifs, on n'a jamais vraiment su s'y préserver des pogroms. Alex a 5 ans lorsque ses parents décident de le faire venir à Paris et du même coup l'arrachent à ce petit bout de Yiddishland bessarabe. Il ne le sait pas encore, mais en quittant Ackermann, c'est pour lui la fin de l'enfance et de l'insouciance. On lui fait ses petites valises, on le coiffe, on le parfume, on l'habille, puis ses grands-parents le mettent au train, direction l'Europe et Paris. Alors voilà, d'Ackermann, nous voilà revenus à Paris en compagnie d'Alex, qui a 5 ans lorsqu'il débarque ici à Paris. Et donc c'est à partir de ce point-là que pour conclure vraiment cette fois, je voudrais tirer quelques fils dont sera tissé mon texte. Le premier, comment Alex, porteur de l'étoile jaune en 1942, il a 20 ans, est-il passé entre les mailles du filet vichiste et gestapiste entre juin 1940, c'est la date à laquelle il a obtenu son baccalauréat, et août 1944, la date de la libération de Paris. Second fil, comment se fait-il qu'il n'ait pas été déporté alors même qu'il a été par 2 fois arrêté par la police? Troisièmement, le fait que son père à lui, le père de mon grand-père, ait résidé à ce moment-là au 25 boulevard de Grenelle, c'est-à-dire, si vous connaissez Paris, très exactement, je n'exagère pas, très exactement en face de ce qu'était alors le Veldiv, ce fait-là a-t-il joué un rôle dans sa fuite? Quatrième point, quelles ont été ses motivations pour s'engager dans les troupes d'occupation américaines en 1946, même si ces motivations, on peut les deviner? Et quelles ont été ses fonctions précises au sein des US Forces for European Theatre? Et celles-là, croyez-moi, on ne les devine pas complètement et elles sont intrigantes. Enfin, pour revenir à Otto, mon grand-père allemand, comment se fait-il que dans ma famille, pas moins de 3 versions totalement contradictoires de sa mort, le 23 avril 1945, aient coexisté pendant 60 ans, tout en s'ignorant totalement mutuellement? Et pour ressurgir enfin vers la fin des années 2000, donc assez récemment.
De quoi donc mon grand-père allemand Otto est mort le 23 avril 1945, si près de la fin. Et ce grand-père nazi, que tout le monde disait nazi, l'était-il vraiment? Et puis pour finir, quel lien secret unit Otto, mon grand-père allemand, au célèbre philologue Victor Klemperer? Ça, c'est un élément que j'ai découvert dans mes recherches. Alors voici donc quelques-uns des fils dont est tissé mon récit et qui constituent la matière de mon examen d'identité. Cet examen, donc vous l'avez compris, ce n'est pas un résultat figé, c'est un processus et comme tous les récits, il continue de s'écrire, consciemment ou inconsciemment, en moi-même comme en chacun d'entre nous. Voilà, j'espère que j'ai réussi mon examen d'identité. Brillamment, merci Stéphane, bravo, bravo, bravo. Si tout à fait, de façon tout à fait originale, et je me dis qu'effectivement, ton questionnement entraîne un autre questionnement. Je pense que je vais juste poser une toute petite question avant de laisser bien évidemment la parole à nos invités. Il y a quand même d'un point de vue professionnel, de ta part, un choix qui s'est porté sur les études germaniques. Oui. Et d'où cette passion, parce que je pense qu'à ce niveau-là, on est, c'est un métier passion, c'est un choix passion. Et d'où vient-il? Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec tes origines? Voilà, c'est. Oui, oui, ça a à voir directement avec mes origines et en même temps, bon, j'ai été façonné par la culture et la langue allemande, je l'ai dit dans l'exposé, mais la réalité, pourquoi je suis devenu germaniste, pourquoi j'en ai fait mon métier, alors ça, c'est un peu par opportunité, presque opportunisme en fait, si je suis tout à fait honnête. Moi, il y avait une chose qui était claire depuis mon adolescence, c'est que je voulais faire quelque chose, des études, un métier, n'importe quoi qui soit en rapport avec la littérature. J'étais toujours passionné de littérature. Ça, c'était très vite clair pour moi. Les maths, c'était pas trop mon truc. La littérature, ça l'a toujours été. Et, et après, comme beaucoup de gens, j'ai fait une classe préparatoire et puis sans idée préconçue à part l'idée d'étudier des lettres, lettres modernes. Et puis finalement, en arrivant en classe préparatoire, on m'a fait comprendre que je pouvais tout à fait aussi étudier la littérature allemande et du fait de mon bilinguisme, mes chances d'intégrer l'ENS étaient un peu plus grandes que celle du tout venant. Et comme j'étais par ailleurs tout à fait ouvert et même passionné par la littérature allemande, voilà, j'ai suivi cette voie. D'accord, merci beaucoup. Alors maintenant, je passe la parole. Qui aurait une question? Voilà, j'avais une question à poser donc à notre interlocuteur. Comment son grand-père Alex, euh, est-ce qu'il lui parlait de son autre grand-père et comment ce grand-père, bon, juif quand même, comment considérait-il cet autre grand-père? Est-ce qu'il en parlait à son petit-fils ou est-ce que c'était un tabou, un secret, on n'en parlait pas? Voilà, c'était juste cette question. Ah. Alors, c'était pas un tabou ni un secret, mais en revanche, j'ai aucun souvenir qu'il m'ait jamais parlé de l'autre grand-père, Voilà. parce qu'il l'a pas connu d'une part, puisque ce grand-père est mort en 1945, Mhm. et puis pour une autre raison, c'est que mon grand-père Alex m'a très peu parlé de lui pendant la guerre. En fait, pour être précis, j'ai un souvenir, un, un vrai entretien durable sur ce sujet et deux ou trois mentions de son parcours pendant la guerre, mais guère plus. Et après, bon, le fait que mon père soit allemand, oui, bon, ça c'est. Il le savait. Il avait lui-même épousé une Allemande, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, Mais, évident. mais ce qui est curieux, c'est que mon arrière-grand-mère, la mère d'Alex, eh ben, elle n'a pas
elle n'a pas accepté l'idée que sa petite fille épouse à son tour un Allemand. Alors, elle allait colporter à ses amis que mon père était suisse. C'était moins gênant que d'être allemand. Ah bon, d'accord. Même s'il était juif, c'était pas important. C'était le fait qu'il était allemand, oui. C'était ça. Ouais, merci. J'ai essayé. Alors, d'abord, je voulais remercier Stéphane pour cet exposé qui était passionnant. Je n'ai pas vu passer le temps, je ne sais même pas quelle heure on vit, tellement c'était prenant et émouvant. Je veux dire, ça fait quelques années que je m'intéresse aux histoires de vie, au destin et aux deuxième, voire troisième générations en lien avec la Shoah. Mais ce n'est pas pas ça le propos de mon intervention. En fait, je voulais faire deux remarques qui vont sûrement déboucher sur des questions parce que je sens que Stéphane a une facilité pour rebondir, mais il ne nous a pas tout dit dans son exposé. Je pense que c'est peut-être aussi pour nous donner envie de lire son livre. Oui, oui. La première chose qui m'a frappé, c'est l'histoire du pantalon. Effectivement, le traumatisme que pouvait évoquer le fait de devoir baisser son pantalon pour un juif qui a vécu la guerre et qui craignait que les nazis fassent ça pour déterminer très rapidement s'il était juif ou pas, ça a certainement dû évoquer des choses. Et personnellement, ça m'a un petit peu rappelé quelques attitudes de ma mère dont je peux vous parler, mais c'est peut-être, j'ai pas envie de m'étendre non plus sur mon histoire à moi. Mais c'est des choses qui sont très intéressantes et qui ont été reprises par une psychiatre, je crois qu'elle est américaine, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Naomi Feil, sous le nom de validation. On ne comprend pas très bien comment certaines personnes qui ne sont plus tellement en mesure de maîtriser leurs sentiments, leurs émotions, leurs actes, font des choses qu'on ne comprend pas. Mais quand on essaie de les valider, c'est-à-dire de leur redonner un sens, on les remet dans le contexte et on les comprend beaucoup mieux. Ça, c'est la première remarque, la première suggestion. Naomi Feil. Puis la deuxième, pardonnez-moi, hein, c'est sans aucune malice et sans aucune mauvaise intention, mais je trouve que Stéphane a extrêmement bien analysé son lien avec sa judéité potentielle ou sa non-judéité potentielle et le fait que on peut adopter soi-même toutes les attitudes qu'on souhaite, mais que c'est extrêmement désagréable quand on nous les impose. Donc, il a parfaitement analysé ce côté, son lien avec la judéité. Il n'a pas dit grand-chose sur son lien avec le nazisme. Alors, je ne veux pas suggérer quoi que ce soit, mais personne n'a jamais demandé « Ah, il y a un nazi qui ?» Le film de nazi qui Non, on n'a pas besoin de le dire parce qu'en réalité, je suis effaré de constater comment aujourd'hui encore l'Allemagne est associée au nazisme très vite. Moi, quand j'étais étudiant, donc dans les années 80-90, j'avais des camarades de classe qui disaient « on va en cours de nazi ». Ils ne disaient pas « on va en cours d'allemand », ils disaient « on va en cours de nazi ». Et alors évidemment, c'était une boutade et c'était destiné à faire rire, mais moi, je riais jaune quand même, quelque part. Je sais bien que l'Allemagne ne se réduit pas au nazisme, même si, effectivement, cette tâche est inexpugnable. Hein. On ne peut pas enlever cette tâche, on ne peut pas enlever ces 12 ans d'histoire funeste. Et moi, mon rapport au nazisme, évidemment, quand je dis j'ai grandi avec l'idée que mon grand-père était nazi, c'était un cauchemar. Ma crainte, mon fantasme inavoué, c'était de découvrir que ce grand-père a été plus que nazi, qu'il a peut-être été SA, SS, qu'il ait fait des choses atroces. C'était ça ma grande crainte. Et il y a une autre chose que je veux dire. Peut-être certains d'entre vous ont lu un récit de Géraldine Schwartz, c'est aussi un récit familial, Oui. Les Amnésiques. Oui. Oui, tout à fait. Alors, Géraldine Schwartz et moi, on ne se connaît pas, hein, mais on a exactement le même âge, je crois 6 mois près. Hein. Et on a dû passer notre bac exactement en même temps, elle au lycée international de Saint-Germain et moi au lycée franco-allemand près de Versailles. Et ce qu'elle décrit, il y a un chapitre à la fin des Amnésiques où elle décrit ce qu'a été sa scolarité. C'est remarquable. Enfin, en tout cas,
pour moi qui ai vécu, qui ai eu des profs sans doute très similaires aux siens, un contenu d'enseignement très similaire au sien à la même époque, j'étais frappé de voir en y repensant rétrospectivement à quel point le nazisme, dans les années, enfin plus précisément l'antinazisme, hein, dans les années 80, était fondamental en Allemagne ou pour les enseignants allemands. Tout ce qu'on faisait en classe, en littérature, en histoire, ça avait toujours un rapport indirect ou direct avec le nazisme, pour s'en démarquer. On nous a inculqué à être des citoyens européens, éclairés, des citoyens du monde, des humanistes. Ça, c'est quelque chose de particulièrement présent dans l'enseignement allemand que j'ai reçu, plus du côté allemand que français. C'était une longue réponse pour rebondir. Je ne veux pas rentrer dans ma biographie, autobiographie, mais votre récit m'a beaucoup touché parce qu'il est très, très similaire au mien. Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais si on peut rentrer en contact, parce que j'ai aussi un grand-père nazi qui vient de Prussie orientale, mon grand-père maternel juif séfarade, et on a eu malheureusement des situations aussi dans ma famille qui m'ont beaucoup touché. Mon grand-père paternel nazi qui a condamné à mort des résistants polonais, et de côté maternel, à Paris, une des premières communistes condamnées, peut-être certains d'entre vous la connaissent, France Bloch, qui fait partie aussi de ma famille. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'a beaucoup touché, beaucoup touché. J'ai vécu en Allemagne comme un juif inauthentique, ma mère juive, mais j'ai dû être baptisé en Bavière pour des raisons d'assimilation, etc., etc. Alors, j'attends votre livre, ça m'intéressera beaucoup. Et je voudrais bien échanger un petit peu parce que c'est vraiment en dehors de nos prénoms similaires. Il y a vraiment des similarités. J'ai 7 ans de plus. Je suis médecin ici à Genève. Mais il y a des choses qui sont très, très similaires. Et comme j'ai dit, ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Merci à vous. Je serais ravi d'échanger avec vous. Tout à fait. Et je me permets d'ajouter une petite chose, deux petites choses qui m'ont beaucoup marqué. Une, quand j'étudiais la littérature hébraïque au Langzhou, la littérature moderne, on avait une prof, Lily Perlmutter, quelqu'un d'absolument extraordinaire, qui expliquait que les juifs allemands, donc là, les juifs qui étaient en Allemagne, considéraient pour beaucoup que le nazisme, ce qui s'était passé en Allemagne, était un accident de l'histoire. D'une part, et d'autre part, donc mon père est originaire aussi donc d'Odessa avec un père juif de la ville d'Odessa et donc très imprégné aussi par cette histoire. Avait un amour immense, parce que lui, sa passion, c'était la musique, avait un amour immense pour la musique, pour les Allemands et pour la musique et pour leur culture. Et qu'il avait beaucoup de mal, il était presque parfois dans les discussions à excuser en disant mais que, en fait, leur talent pour la musique excusait un petit peu. Alors, on se bagarrait beaucoup sur le sujet. Mais voilà, mais j'étais très marquée par ce que m'avait dit cette prof de littérature, que c'était les Juifs eux-mêmes allemands considéraient que c'était un accident de l'histoire. Ils étaient très, très, très attachés à l'Allemagne. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Qui veut reprendre la parole? Moi, je veux bien. Alors, qui je veux bien? Sylvie Adler. Vas-y, Sylvie. Oui, moi, je veux aller dans le même sens. Quand je faisais ma licence d'allemand, en dernière année, le grand thème, c'était est-ce que le nazisme est un accident de l'histoire ou une fatalité? Et ça, on a travaillé pendant une année, naturellement. Personne n'avait le même avis, mais c'est vrai que c'était très important. Et pour aller, vous, dans votre sens, Stéphane, moi, chaque fois que je passais mes vacances en Allemagne, à la télévision, je voyais des films justement sur le nazisme. Je me souviens d'un film qui m'avait frappée, j'étais petite, c'était Die Brücke. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
C'est l'histoire parler, ouais. Bon, oui, ce sont des enfants, enfin, oui, de très jeunes adolescents qui vont défendre envers et contre tout un pont à l'arrivée des troupes alliées. Et tous les soirs, il y avait quelque chose sur le nazisme. Donc ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais merci beaucoup, c'était passionnant. Oui, j'en ai même deux, si vous voulez. La première, qui s'adresse directement à vous, Stéphane. Quand on est mélangé avec des nationalités d'origine tellement différentes, entre notamment l'Allemagne et une petite partie de judaïcité, est-ce qu'à un moment, on n'a pas une souffrance? Oui et non. Comme je disais, il y a des choses qui se passent sans aucune souffrance. Curieusement, hein, pour moi, le fait d'être français et allemand, franco-allemand, il n'y a aucune souffrance, c'est une joie. En fait, c'est une joie. Et honnêtement, à chaque fois que j'enseigne les relations franco-allemandes à mes élèves ou mes étudiants, c'est un plaisir. C'est un plaisir, une fierté de pouvoir montrer comment des peuples qui se sont combattus, des nations, des ennemis héréditaires, sont devenus des meilleurs amis. Et je dois être une des seules personnes en France qui a souvent des larmes aux yeux quand je vois à chaque élection d'un nouveau président que le nouveau président, à peine élu, et parfois le jour même de l'élection, prend l'avion pour aller à Berlin. Ah oui. C'est un symbole. Mais en fait, si vous voulez, en fait, vous ne répondez pas à ma question. Je n'ai pas dit franco-allemande. Ah. Celle-là, ma question n'aurait pas de sens. Je dis, si vous voulez, les origines juives par rapport à vos origines, qu'elles soient lointaines ou pas, allemandes. Parce que français, c'est normal. Nous n'avons pas, nous n'avons eu des guerres avec les Français n'ont eu des guerres avec les Allemands que les guerres normales, si on peut dire. Oui. Ce qui n'est pas le cas, de la Shoah. Bien sûr. C'était ça ma question, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est une souffrance? Oui et non. C'est à la fois une souffrance, et donc j'ai plusieurs fois utilisé ce terme d'écartèlement. Effectivement, c'est quelque chose de parfois de compliqué. C'est une interrogation qui m'accompagne, et donc c'est aussi quelque chose qui me pousse à écrire, à passer des heures à faire des recherches. C'est quelque chose qui fait que, comme certains autres ici, j'imagine, j'ai un intérêt tout particulier, presque maladif, pour tout ce qui concerne la Shoah, qu'une grosse partie de ma bibliothèque est constituée de livres sur ça, et que je lis avec une sorte de fascination morbide, mais de crainte de me dire que si les choses s'étaient passées comme prévu, c'est-à-dire comme les Allemands l'avaient voulu, et comme c'est arrivé pour 6 millions de personnes, mon grand-père aurait dû mourir et moi je n'aurais jamais dû exister. Donc effectivement, pour être plus précis, ce que je retiens de tout ça, c'est l'idée de la ténuité faramineuse de mon existence. Alors je sais que toute existence est improbable, et quelque chose me dit au fond de moi-même, la mienne, et peut-être donc celle de Stéphane Harbart, encore plus, hein, quand on est le produit d'un croisement aussi improbable et aussi, dans mon cas, intervenu aussi proche de la fin du conflit. Mon grand-père Alex a rencontré sa femme en 1946, sa future femme, et ma mère est née dans la foulée. Hein. À l'époque, ça allait très vite. Donc voilà, il y a effectivement l'idée d'une improbabilité totale de mon existence. Et ce n'est pas qu'une souffrance. Alors, c'est une souffrance, c'est quelque chose c'est une interrogation. Et en même temps, ça me fait prendre conscience, peut-être de façon très particulière, de la valeur de la vie. Je crois que j'ai lu ça dans Claude Lanzmann très récemment. Je n'aurais pas assez de sans-vie pour épuiser cette envie de vivre qui m'anime. Je reviens, je continue, si vous permettez, juste sur la deuxième partie de ma question, deuxième question.
On a eu l'air de dire que le nazisme et la Shoah, c'est un accident de l'histoire. Je ne pense pas du tout, personnellement, parce qu'il ne faut pas oublier que l'écrit Mein Kampf existe depuis 1924 et qu'à partir de ce moment-là, il a dit ce qu'il voulait faire. Et qu'en aucun cas, il n'y a eu du peuple allemand, je parle au début les communistes et tout ça, d'accord, mais le peuple allemand dans son ensemble a parfaitement accepté le fait qu'il y ait une extermination des Juifs. Oui, mais est-ce que je peux me permettre, puisque c'est moi qui ai dit cette histoire, oui. cette opinion qui était émise de la part des Juifs, qui peut paraître étonnante, c'est pas qu'ils n'aient pas, mais ils étaient tellement attachés à l'Allemagne, à la culture de ce pays, que pour eux-mêmes, ils en ont perdu toute raison, tout côté raisonnable. Mais on en a tous perdu raison parce que le peuple des écrivains, le peuple des musiciens, le peuple des Lumières, comme l'était l'Allemagne, c'est donc incompréhensible. Donc ça n'est pas un accident. Je pense qu'il a fallu des éléments extrêmement forts pour en arriver là, pour pouvoir prendre une population et l'amener à ça. Il a fallu des éléments très forts et non pas un accident. Si je peux prendre une seconde la parole pour ce que tu as dit sur l'Allemagne. D'abord, ce n'est pas un accident. Depuis les années 1900, il y avait tout un courant eugéniste. Oui, bien sûr. Absolument, c'est ce que j'ai dit. Hein. Ce que je dis. Hein. Ouais. Mais c'était partagé en Europe. Voilà. Et pour l'Allemagne, alors Isabelle, on a été ensemble dans un voyage. Moi, comme beaucoup d'autres, j'ai 70 ans, comme beaucoup d'enfants de survivants de la Shoah, j'ai fait allemand première langue. Ma mère était germanophile. On ne pouvait pas critiquer, alors qu'elle a été à Bergen-Belsen, Gross-Rosen et patati patata. On ne pouvait pas critiquer l'Allemagne, on pouvait critiquer les Polonais, mais on ne pouvait pas critiquer l'Allemagne. Et ça revient à ce que tu dis, Isabelle, le génie allemand et Goethe et machin. Et j'ai fait allemand première langue. Et autour d'elle, on a tous fait allemand première langue. Mais c'est pas ça. Moi, j'en ai 85, donc j'ai un passage avant. Et avant, quand on est à Paris, quand on est un petit Parisien à Paris, et qu'on se retrouve du jour au lendemain à l'école communale, pensant que j'étais français, puisque je suis né à Paris, et quand on se retrouve avec une étoile jaune et qu'on vous fait sentir que vous ne l'êtes plus, et que je regarde l'Allemagne de ce moment-là, je ne peux pas en aucun cas, même si moi également j'ai fait de l'allemand, si vous voulez, ça n'a rien à voir. Je pense que si je ne voudrais pas, ni aujourd'hui, après des années passées, conserver la rancune, mais simplement pas dire que c'est un accident de l'histoire. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce récit si franche, si intéressant, si fine aussi, hein, Stéphane Gödicke. Je suis passionnée par la discussion et je trouve qu'il y a une tension qui arrive. Hein. Et ma question, elle porte là-dessus. Est-ce que vous-même, vous avez parlé de d'écartèlement, mais est-ce que vous-même avez vécu cette tension en vous entre ces deux origines, ces deux extrêmes? Et je me rappelle le travail extraordinaire de Dan Baron, hein, qui a facilité le dialogue, comme vous le facilitez aussi, hein, entre les deux. Et est-ce que, ma question c'est ça, est-ce que vous avez facilité ce dialogue en vous-même entre ces deux extrêmes? Et si vous avez des enfants, je ne sais pas, j'ignore, comment ce dialogue se propage avec vos enfants? J'avais encore une petite réflexion sur peut-être l'amour de votre grand-père juif pour une femme allemande. Est-ce que ça a changé la donne un peu? Mais je reste avec les deux questions. Alors, est-ce que j'ai des enfants? Oui, j'ai 2 filles. Encore un peu petites peut-être pour entrer dans ces problématiques.
l'une a 9 ans et l'autre a 6 mois. Donc, bon. Mais une question qui se pose déjà, c'est la question de la langue. Et aussi curieux que ça puisse paraître, j'ai choisi de ne pas parler systématiquement allemand à mes filles. Et c'est peut-être aussi en réaction à ce que j'ai vécu moi. C'est très bizarre, c'est très paradoxal ce que je vais vous dire, alors même que le fait d'être bilingue est pour moi une richesse incroyable, c'était aussi une souffrance parce que je me souviens d'anecdotes de ma jeunesse et je crois que beaucoup de gens qui ont été élevés de façon bilingue dans un pays connaissent ça. Quand mes parents me parlaient en allemand, je ne voulais pas. On était en France, je voulais être français, je voulais parler français. Et je me souviens de conflits, ma mère me disant je te parle en allemand, réponds-moi en allemand. Et ça dégénérait vraiment et c'était une vraie source de tension pour moi, un stress. Je ne souhaitais pas. Je voulais vivre ma vie naturellement et naturellement, pour moi, c'était en français à l'époque. Et alors, aujourd'hui, avec le recul, je ne le regrette pas. Je suis heureux de ça. Mais malgré tout, je n'ai pas voulu imposer à mes filles de leur parler systématiquement en allemand. Et parce qu'aussi, j'ai voulu préserver ce qui me semblait le plus spontané et naturel. Alors, je le fais comme je le sens. Des fois, je leur parle en allemand. Et le plus souvent, je dois l'admettre, c'est en français. Et c'est comme ça. Et ce n'est pas grave. Si elles ne sont pas bilingues, ce n'est pas grave. Elles se construiront autrement que moi, je me suis construit. Tania Klarsfeld. Oui, moi aussi, je voulais dire, même moi j'étais dans le même cas que vous, sauf que je suis à peu près de la génération de votre grand-père. Pour ce qui est du bilinguisme, moi j'ai toujours répondu en russe à ma mère. Ma mère est aussi d'une ville qui n'est pas très loin d'Ackerman, qui s'appelle Cagoul en russe, Caül en roumain ou en français. Elle a les mêmes origines d'ailleurs que votre grand-père. Elle se considérait d'ailleurs toujours comme russe. Quand nous étions, enfin quand elle ne parlait que russe, elle ne m'a jamais parlé roumain. Pourtant, elle savait un peu de roumain, qu'elle parlait avec un accent russe terrible. Et elle était de Bessarabie, voilà. Voilà. Que votre grand-père aussi, alors. Et bon, pour ce qui est du bilinguisme, bien, mon frère a été absolument comme vous. Il comprend tout ce qu'on dit en russe, mais il n'a jamais répondu en russe à ma mère. Il parlait toujours français. Et moi, j'ai parlé russe avec ma mère, ce qui m'a permis de passer la grecque de russe et d'être prof de russe. Voilà. Excuse-moi, Tania, tu n'as pas dit non plus que tu étais. En fait, Tania est la sœur de Serge Klarsfeld. Ah, c'est ce que je me demandais. Voilà. Et voilà, parce que tu ne t'es pas présenté. D'où le prénom russe aussi de Serge. Vous connaissez mon ami. Mon père a épousé une Allemande et mon neveu a aussi un grand-père qui est mort à Auschwitz, mon père, et un autre grand-père qui était dans la Wehrmacht et un oncle qui était dans la Gestapo. Et vous étiez à Nice également, Madame Klarsfeld? Vous étiez à Nice pendant la guerre également? Oui. Pourquoi? Parce qu'Alex a passé en fait une grande partie de la guerre à Nice. Oui, moi aussi. Ben, c'est là qu'on a arrêté mon père. Je sais, j'ai lu ça. Et je me suis souvent demandé si... Enfin, bon, je suis allée de temps en temps à Nice, 15 rue d'Italie. Il y a une plaque à la mémoire de mon père. 15 rue d'Italie? Oui. Juste derrière la cathédrale Notre-Dame. Où il y a eu l'attentat. Où il y a eu l'attentat. Et la cathédrale Notre-Dame était notre lieu de rendez-vous pendant la guerre, parce qu'on se disait que dans une église, on serait plus ou moins en sécurité. Alors quand on devait rencontrer des gens, surtout après l'arrestation de mon père et pendant la traque des Allemands dans Nice, on donnait nos rendez-vous dans la cathédrale. D'accord. Parce que mon grand-père à moi, il était à Nice et son adresse pendant longtemps était rue Costa. Et
quand je suis allé sur place, je me suis aperçu que c'était à 2 pas de l'église orthodoxe russe. Et je me suis Ah souvent oui, je demandé vois. s'il n'y avait pas un lien. Parce que, est-ce que peut-être culturel, peut-être qu'il pouvait se cacher là-bas, mais j'ai jamais. S'il était russe, enfin, il était russophone. Il parlait parfaitement français, hein, puisqu'il est venu à 5 ans, il a passé son bac en Mm, France, mais il était également parfaitement russophone. mm. Et pour ce qui est du pantalon, mais je me rappelle que mon frère, quand il était petit, il avait tellement entendu dire que les Allemands faisaient baisser la culotte aux Juifs et que jamais, jamais il ne se serait laissé approcher. Je crois qu'il aurait eu la même réaction que votre grand-père, hein, si on avait voulu le déculotter. Mais d'ailleurs, je peux me permettre une petite incursion, mais je crois que la scène que tu décris justement à l'hôpital ressemble à celle du livre de la scène décrite par Pascal Bruckner dans son livre, où son père découvre où il découvre la judéité de son père. Ah bon? Alors, je ne me souviens plus du titre de ce livre, mais c'est particulièrement intéressant parce qu'en fait, il ne savait pas que son père était juif. Ah. Et il le découvre au moment où il est interné à l'hôpital et il est recouvert de ces chemises que l'on fournit à l'hôpital. Et à un moment donné, elle se déplace et il voit la nudité de son père et il découvre que son père est circoncis, alors que son père était un fiefé antisémite. Voilà, donc il y a quelque chose, c'est assez... j'ai été troublée quand tu as décrit cette scène-là, j'ai eu quelques réminiscences D'accord. du côté de Pascal Bruckner. Il n'était pas antisémite, le père de Bruckner? Si, tout à fait. Si. Oui, oui. Mais c'est ça qui est très étonnant. C'est le grand inquisiteur, il n'y a pas pire que les renégats. Hein. Absolument. C'est vrai. Oui, j'ai mon cousin qui voudrait, Jean-Pierre, tu aurais une question. Oui, Stéphane, donc j'ai trouvé votre intervention passionnante et vous m'avez fait entrer dans un monde pour moi un peu irréel par rapport à notre famille, à Isabelle et moi. J'explique. Donc ma grand-mère était d'origine catholique. Elle s'est mariée avec notre grand-père qui était juif et elle a tout fait pour protéger sa famille. Elle est plus juive que les juifs, on va dire quelque part. Et effectivement, avec le temps, alors je vous parle, moi, je suis né en 66, pardon, donc dans les années 70, 80, 90, lorsqu'elle parlait de cette période où si éventuellement une personne pouvait émettre un jugement, une maladresse par rapport au peuple juif ou par rapport à cette période dramatique, immédiatement, elle devenait quasiment, si je puis me permettre, c'est maladroit ce que je vais dire, mais hystérique, plus qu'énervée. Mon oncle, le père d'Isabelle aussi, dès qu'on parlait de cette période-là, qui pouvait éventuellement toucher l'intimité de ces gens-là, ils montaient tout de suite sur leurs grands chevaux et ils perdaient un petit peu raison. Mon père, exactement de la même façon, dès qu'on parle de la question juive, notamment vue par rapport à l'attitude pétainiste de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, pareil, devient extrêmement épidermique et énervé. Il y a quelque chose que, alors je ne sais pas si c'est de l'admiration en tout cas de ma part, mais j'ai l'impression que chez vous, dans votre famille, vous avez surmonté ces événements, vous avez su réconcilier, rabibocher deux extrêmes qui sont par définition, comment dire, injoignables, et la vie a continué, et les années ont avancé, et vous vous êtes tous construits, et sans rancœur, etc., etc. Et là, je dois avouer que ce genre d'attitude, alors à moins que je n'ai pas tout saisi, mais ce genre d'attitude, je suis assez impressionné, car dans notre famille, Isabelle et moi, à partir du moment où les anciens qui ont vécu cette période-là ont parlé de ce sujet-là, qui pouvait les toucher directement ou indirectement, immédiatement, on sentait qu'il y avait plein de choses qui explosaient dans leur esprit et dans leur corps. Alors malheureusement, j'aurais vraiment, vraiment aimé vous donner raison parce que ça aurait changé beaucoup de choses dans ma vie si les choses s'étaient passées pacifiquement, de façon harmonieuse et raisonnable. La réalité est tout autre. Ah ouais. Comme beaucoup de familles, on est une famille traversée de conflits, des conflits qui ont parfois à voir avec l'histoire, parfois moins. Et
même dans les conflits les plus étrangers à l'histoire en apparence, l'histoire finit toujours par s'inviter d'une manière ou d'une autre. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas trop m'étendre, mais j'y consacre un chapitre dans mon livre. Et bon, même pour revenir au personnage d'Alex, et ça rebondit en même temps, ça répond à la question finale posée par Christina. Moi aussi, j'ai envie d'y croire à cette belle histoire d'amour d'un juif qui en 1946 tombe amoureux d'une Allemande et ma mère naît en 1947. La réalité, comme toutes les réalités, hein, c'est toujours plus complexe que ça. C'est pas juste amor vincit omnia. C'était trop frais, c'était trop tôt. Enfin, c'était très tôt. Bon, la vie, c'est comme ça, on ne choisit pas, mais en tout cas, c'était très tôt. Comme je l'ai dit dans le passage que je vous ai lu, l'union de mes grands-parents, c'était tout sauf harmonieux. Et il y avait une boutade qui circulait dans la famille qui disait « Alex, en 1946, il est parti en Allemagne pour les troupes américaines. Il voulait se venger des Allemands. » C'est probablement vrai. Il n'y est pas arrivé, mais il s'est vengé sur une seule Allemande, c'était sa femme, pendant 50 ans. C'est pas un cas unique. Hein. Alors, Christina, vous vouliez reprendre la parole? Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Gödicke. Il y avait une recherche et il y avait peut-être une mésentente et il y avait des conflits. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire, elle est allée à vous et elle va aller à vos enfants. Donc, le dialogue qui n'a pas peut-être pu finir avec Amor Triumphat partout, hein, c'est un travail qui s'est fait à travers tant de générations. Je crois que c'est un vrai travail. Et bon, je ne suis pas installé sur un divan de psychanalyste ici, mais c'est un travail que je pratique sur moi, je pense. Il y a un livre qui a été publié par un de mes anciens collègues. J'ai enseigné au lycée franco-allemand pendant plusieurs années et Fabrice Humbert a écrit un livre qui s'appelle L'origine de la violence. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui. Et je lui ai... C'était un collègue excellent que j'appréciais beaucoup. Mais je lui ai beaucoup voulu pour ça parce que ce titre, il est tellement génial. J'aurais tellement voulu l'avoir pour mon livre. Mais malheureusement, il m'a précédé d'une bonne dizaine d'années dans l'écriture, donc voilà. Mais l'origine de la violence, on a tous une part de violence en nous, hein, ça c'est Freud qui le dit. Sans doute que chez moi, c'est un peu plus que la moyenne, et je pense que ça vient de l'histoire, et donc on a tous des démons, on doit un petit peu essayer de se canaliser quelque part. Je ressens ça. Je sens que vous êtes à une intersection par rapport à vos ancêtres, parents, grands-parents et vos filles. Quel est votre rôle? Plutôt d'éteindre les braises, simplement de transmettre de façon journalistique et purement factuelle, ou au contraire, rester baigné dans cette violence? Ma mission consciente, c'est évidemment d'éteindre les braises, de faire le lien, mais aussi de découvrir. Et découvrir les choses, ce n'est pas forcément synonyme de pacification. Et de paix. Et de paix, parce que quand on découvre des choses, surtout quand, vous l'avez compris, il y a des secrets de famille, des choses non dites, ou des malentendus de famille. Ce n'est pas forcément des secrets, c'est parfois juste des malentendus. On ne sait pas comment ils se sont introduits, à quel stade de l'histoire ils se sont introduits, mais ils se sont introduits. Et moi, j'ai fait ce travail qui, alors, c'est un long travail de recherche. Ça fait une dizaine d'années maintenant que j'y consacre du temps, que je vais dans les archives, que je me déplace pour aller trouver des traces des uns, des autres, interviewer des personnes. Et donc, ce n'est pas toujours synonyme de pacification, mais évidemment que bon, c'est un travail de faire émerger la vérité, une vérité. Et évidemment que mon souhait, à terme, la vérité induise ou mène à la paix. Hein, ça.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je voulais encore poser une question. Tania, est-ce que tu as l'autorisation? Monsieur Godiquet, tu me donner à Tania l'autorisation? Ah, bien sûr, moi j'ai ma soirée, dites-moi. Je voulais vous demander ce que vous pensez de la montée de la droite et de l'extrême droite en Allemagne, pour revenir à l'Allemagne. Écoutez, qu'est-ce que j'en pense à votre avis? On en parlait tout à l'heure. On parlait tout à l'heure que le nazisme était un accident de l'histoire. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de groupuscules nazis en Allemagne. Oui, alors, bon, je ne partage pas la thèse qui a été développée ce soir. Selon moi, je ne pense pas qu'il y ait une nécessité dans l'histoire. Et c'est valable. C'est pas valable plus pour l'Allemagne que pour d'autres pays. Il y a d'autres pays où il y avait des tendances xénophobes, antisémites. Il n'y a pas de nécessité. Regardez la dame qui a dit il y a un juif qui cherche des documents sur son grand-père. Elle n'a pas dit un Français, elle n'a pas dit un monsieur, elle a dit un juif. C'est encore des réminiscences de l'occupation. Bien sûr, il y a des réminiscences et le passé conditionne le présent ou le futur. Ça, j'en suis persuadé. Il en va des peuples sans doute comme des individus. Les récits qu'on fait de nous-mêmes, de notre histoire commune, l'histoire d'un peuple, contribuent à façonner notre présent, la façon dont on s'écrit. Pour répondre à votre question sur comment je vis la montée de l'extrême droite en Allemagne, je suis évidemment catastrophé, et d'autant plus que je suis professeur d'allemand et que j'enseigne donc le monde contemporain allemand à mes élèves. Alors, j'enseigne en filière littéraire où là je fais de la littérature, on est un peu détaché de l'actualité immédiate, mais j'enseigne aussi dans les filières scientifiques et commerciales où on fait de l'actualité. Et j'éprouve ça douloureusement quand je dois enseigner la réalité de ce qu'est l'Allemagne d'aujourd'hui, montrer l'Allemagne dans tous ses contrastes. L'Allemagne, c'est à la fois le seul pays européen, j'insiste, qui a accueilli à bras ouverts 1 million de migrants syriens, afghans en 2015, au nom de son histoire et au nom de son passé. Et ça, c'est vraiment un acte pour moi historique de Madame Merkel. Elle avait déjà accueilli les Allemands de la Volga aussi, dans les années juste après la guerre, je crois. Après la guerre, oui, ce n'était pas les Allemands de la Volga, c'est les Allemands de la Prusse orientale. Et elle a accueilli 12 000. De la Volga aussi, il y en a eu beaucoup qui sont partis de Russie pour revenir en Allemagne. Alors, ils étaient 12 millions, mais ça, c'était en 1945, et c'était des Allemands. Et l'Allemagne a accueilli en 2015 1 million, bon, certes, c'est moins, mais au nom de ses valeurs humanistes, au nom des valeurs de la loi fondamentale allemande, elle a accueilli 1 million d'étrangers en situation de crise humanitaire importante. Malheureusement, ce n'est pas que ça, l'Allemagne, c'est aussi la réaction à ça, l'AfD, parti d'extrême droite, xénophobe, antisémite, c'est la résurgence de ça, avec des meurtres, des assassinats. Et il y a des fois, effectivement, j'ai honte de dire ce qu'est l'Allemagne d'aujourd'hui, mais voilà, c'est mon métier et je le dis. Je voulais vous demander, vous dites, vous vous intéressez à ça, à cette histoire, vous faites des recherches depuis 10 ans. Et vous avez très peu parlé avec votre grand-père, mais bon, quand il est mort, vous deviez avoir une vingtaine d'années. Donc, vous n'étiez pas intéressé et vous n'avez pas posé des questions. Est-ce que vous regrettez Parce que souvent, on pose les questions quand on arrive à la quarantaine et à la vingtaine, on ne se rend pas compte. Est-ce que vous, ça a été pareil ou non? Alors, en partie oui, mais en partie non, parce que comme je dis, c'est toujours quelque chose qui m'a accompagné, cette histoire. Mais la réalité de la personne qui était mon grand-père, c'était très dur d'avoir une conversation avec lui. C'était vraiment quelqu'un de difficile. Donc, le résultat, c'est que beaucoup de gens le fuyaient, et même moi, souvent, je le fuyais parce qu'il faisait la leçon à tout le monde. Donc, je suis certain que si j'étais allé le voir en lui demandant, il m'aurait renvoyé sur les roses d'abord, et puis après, il m'aurait questionné sur qu'est-ce que je sais de telle et telle chose, qu'est-ce que je sais de la Shoah, qu'est-ce que je sais de ça. Toute conversation avec lui était un interrogatoire. Ce n'était pas une personne facile ni agréable.
Mais évidemment que je regrette quand même, parce que j'aurais dû avoir le courage d'affronter cet interrogatoire pour aller le questionner lui, aller le chercher lui. Et bon, la réalité, c'est que ça s'est passé comme ça s'est passé. J'ai le souvenir d'une soirée en particulier, très longue, où avec ma sœur, dans une configuration exceptionnelle, il nous a raconté longuement les choses. J'en ai oublié pas mal à l'époque parce que je n'étais pas encore dans cette logique de consigner ce qu'on me disait. Je faisais confiance à ma mémoire, j'avais tort. Mais j'ai pu retrouver, à partir des documents d'archives, j'ai pu retrouver et recouper beaucoup de choses qu'il m'avait dites ce soir-là. Est-ce que c'est difficile quand même? Moi, je vois par rapport à ma mère, j'ai jamais su demander ni faire. Et c'est mon mari qui était fasciné par cette histoire parce que lui, c'est un juif d'Irlande et donc ils n'ont pas eu de Shoah, de machin. Ils étaient anglais, quoi. Comme monsieur disait, il était français, ils étaient anglais. Ils étaient anglais, même en Irlande. Et c'est lui qui a réussi à choper ma mère. Ça a pris 2 ans. Et à lui faire tout raconter. Moi, jamais j'ai su, parce que pareil que vous, elle m'engueulait, elle s'enfermait, tu peux pas savoir. Et c'est mon mari qui a réussi à le faire. Moi, j'ai jamais réussi. Je n'ai pas vraiment réussi non plus, mais du coup, après sa disparition, j'ai demandé à sa femme, à ma grand-mère. Et elle m'en a raconté plus. Et là, je l'ai fait vraiment de façon un peu historique. Enfin, je suis allé avec un dictaphone, je l'ai enregistré, j'ai consigné, je suis allé chercher toutes les photos. Très émouvant. Mais elle m'a caché des choses. Et ça, je l'ai su plus tard. Ça me rappelle un peu Les Disparus. Vous avez lu le livre Les Disparus? J'ai pensé à ça. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Donc, je vois que les débats sont riches, mais je pense que Stéphane va permettre de répondre à toutes les questions qu'on se pose et qu'on ne va pas pouvoir épuiser ce soir, et tant mieux. Avec la sortie donc de son ouvrage, Les Mémoires fantômes. Je trouve le titre est magnifique. C'est chez qui? C'est chez qui? Alors, c'est un petit éditeur, c'est les éditions Passage, avec un S entre parenthèses. Donc, ce n'est pas les éditions du Passage qui existent, mais c'est les éditions Passage avec un S entre parenthèses. Alors, de toute façon, je suis bien évidemment en contact avec Stéphane, et dès que j'aurai l'information de la sortie, je vous le ferai passer, bien évidemment, l'information. Et d'ailleurs, Stéphane, on va créer avec Stéphane une page sur le site sur laquelle sera l'information de l'apparition du livre, et puis aussi le texte, le questionnement qu'on a imaginé sur ces identités multiples, pas publiques, multiples. Et voilà, ça apparaîtra donc sur le site sous le nom de Stéphane. Donc voilà, le débat ne va pas se clore ce soir, bien évidemment. Et comme les amis d'Odessa, on continue à tourner le film pour essayer de reconstruire le plus possible cette mémoire, parce que c'est vrai que les Juifs d'Odessa ont souvent une identité multiple. On ne naît pas à Odessa, on n'est pas un Juif d'Odessa, on est un Juif d'Odessa venu de partout. Odessa était juste un point d'ancrage. Voilà, donc je voulais remercier infiniment Stéphane, à moins qu'il y ait une question urgente qui ne puisse pas passer, de ne pas avoir de réponse ce soir, mais je crois que… J'ai mis mon adresse mail dans la partie conversation, donc si certains désirent échanger, ce sera avec grand plaisir. Et je te remercie encore une fois, Isabelle, pour ce séminaire, pour ton activité et pour ton dynamisme. Merci et merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que sincèrement, non seulement c'était passionnant, mais en plus c'était très émouvant et très émouvant. Oui. Et je crois que chacun peut repartir avec voilà. Il y a eu, je voudrais juste dire un mot. Il y a eu on a parlé tout à l'heure, on a dit comment pourrait y avoir un mariage entre un juif et un Allemand. Est-ce que parmi vous, quelqu'un connaît le docteur Borland? Oui, ça me dit quelque chose.
il a été déporté à Auschwitz et il exerçait jusqu'il y a encore une dizaine d'années. Il était boulevard Richard Lenoir, pour ceux qui sont à Paris. Et si vous voulez, c'est assez curieux parce qu'il était donc déporté dans un des premiers enfants de Paris et il a épousé une Allemande dont le père était aussi dans les SS. Et c'est le hasard de la vie. Et je dois dire que c'est absolument extraordinaire. Disons maintenant, je ne sais pas, au moins 60 ans de vie commune avec les récits que j'ai pu avoir de part et d'autre pour essayer de trouver comment c'est possible. Et c'est possible.